pas beaucoup en fait les filles femmes qui font du drag, les trans qui font du drag, qui sont un peu invisibilisées et dévalorisées. Et aussi en fait il y a peu aussi de personnes racisées quoi. Coucou, c'est Arthur, c'est enfin le retour de Flamboyante post-confinement. Au moment où j'enregistre cette intro, nous venons d'apprendre 3 choses. La première, c'est que le nouveau ministre de l'Intérieur de notre tendre pays, LOL, se nomme Gérald Darmanin, qui est en cours d'instruction pour viol et harcèlement sexuel et qui s'est opposé au mariage pour tous. La deuxième chose que nous avons appris, c'est que l'avocat Éric Dupond-Moretti, qui signe des propos tels que, je cite, « Les femmes regrettent de ne plus être sifflées », est notre nouveau ministre de la Justice. Quelle justice ? En bref, et c'est ça la troisième chose pour laquelle nous avons eu confirmation aujourd'hui, si nous faisons partie d'une minorité quelle qu'elle soit, nous n'avons aucune valeur aux yeux du gouvernement. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQIA+, n'est pas une priorité pour le gouvernement, et celui-ci sait nous le balancer à la gueule encore un peu plus chaque jour. Restons soudés, restons combatifs, signons ce qu'il y a à signer, écrivons et récitons ce qu'il y a à dire, crions ce qu'il y a à crier, autant que nous le souhaitons et que nous le pouvons individuellement. Les alliés, soyez présents. Personne ne devrait se faire cracher dessus par ses dirigeants. Je vous laisse avec Gazelle Van Leer pour cet épisode enregistré avant le confinement. Je suis Pierre, connu aussi sous le nom de Gazelle Van Leer. J'ai 25 ans, 26 cette année, et je suis une drag queen. Je suis aussi à côté directeur adjoint d'un restaurant. Ça fait 2 ans que je suis Gazelle. Trop bien. Parce que c'était la première fois, c'était le 1er février 2018 du coup, puisqu'on est en 2020. Et c'était quand Véronica m'avait maquillée pour une soirée que j'ai organisée avec le GLUP. Donc Véronica Van Leer. Véronica Van Leer, ma mère. C'est une soirée que j'ai organisée avec le GLUP, qui était mon asso LGBT étudiante. GLUP qui veut dire groupe LGBT des universités de Paris. Ok. J'étais responsable convivialité, c'est moi qui faisais les soirées, etc. Donc on avait fait une soirée sur le thème du drag. On avait invité Enza Fragola et Jésus la Vidange. Et on s'était dit, pourquoi pas, nous, dans l'orga, quelques personnes pourraient faire des perfs drag. Donc c'est comme ça que j'avais demandé à Véronica, que je connaissais du voguing, de me maquiller, parce que c'est la seule drag queen que je connaissais. C'est à cette soirée-là que t'as vraiment commencé à faire du drag ? Absolument pas. Non ? Non, en gros, ce qui se passe, j'avais toujours voulu tenter le drag en mode à fond du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire make-up, perruque, tenue, etc. J'ai fait du théâtre du CM1, de la CM1 à 3e. Donc j'avais baigné dans le théâtre, donc l'expression ça m'allait. Et surtout en fait, je me souviens à mon anniversaire, je crois que c'est quand j'avais 16 ou 17 ans, j'ai fait une petite performance pour mon anniversaire sur End of Time de Beyoncé, voilà, chez moi avec une robe et une perruque et des talons vite fait. Donc j'étais toujours attiré par ça, et je me suis toujours dit au moins une fois le faire du début à la fin quoi. Et donc là c'était l'occasion, j'ai demandé à Véronica de me maquiller, et moi j'ai acheté les habits, etc. Et pourquoi j'ai commencé après le drag, c'est parce que le soir même Véronica m'a dit ouais c'est bon, t'es Von Leer maintenant. En pensant que c'est une blague bien sûr, parce qu'on était à la soirée, je pense qu'elle avait un peu bu et ça se passait bien, etc. Elle aimait ma performance. Mais il s'avère que le lendemain j'avais été ajouté sur la conversation de groupe de Von Leer, donc en fait il rigolait pas vraiment. C'était du sérieux. Voilà. Donc Van Leer, c'est la famille drag de Véronica Van Leer, que l'on a reçu dans la première saison de Flamboyante. Donc voilà, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. J'avais performé en février, puis après j'ai performé 3 mois après. Et encore une fois, c'était en juin, je crois, début juin ou fin mars, enfin février, mars, avril, mai. Enfin bref, j'ai performé peut-être en mai, juin. Et l'autre fois que j'ai performé, c'était début novembre, à la soirée de Sativa Blaze, la Drag Me, c'était, j'ai dit open mic, scène ouverte. Et voilà. Et c'est à ce moment-là, en fait, à partir de la scène ouverte de Sativa, que j'ai commencé à performer de plus en plus, à base de chaque 2 mois, chaque mois. Vu que j'étais dans la famille Von Leer, en fait, je sentais aussi cette pression, puisque quand elle m'a ajouté Véronica, puisque
Bon, moi, j'ai connu par le biais d'un ami, par le biais du voguing, et je savais pas qui étaient les Volnir, donc j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai vu qu'il y avait, en fait, à ce moment-là, en fait, il y avait 4 grands noms de Volnir qui sortaient, c'est-à-dire Diana, Karma, Angora et Vero. Donc j'étais en mode, ah oui, ces 4-là, c'est pas n'importe qui. Genre, si je vais à une soirée de drague et je dis leur nom, ils vont me dire tout de suite qui c'est. Ils vont, en gros, il y a une importance à ce nom, quoi. Et ce qui fait que moi, j'étais un peu... j'avais peur, quoi, tout simplement, parce que j'étais ajouté ça et je me disais, ah merde, il faut que je sois à la hauteur. Parce que j'ai fait du voguing avant de faire du drag, et je connaissais l'importance des house, qui est un peu les house, les familles. Et du coup, je sais que certains noms résonnent plus que d'autres de par leur palmarès et de leur histoire. Il y a eu une grosse explosion de drag dont je faisais partie, qui est une bonne chose. Ça veut dire que y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le drag, qui vont respecter l'art du drag et qui sont enthousiastes. Mais c'est pas tout le monde qui respecte l'art du drag. Certains ont des idées très étroites du drag, c'est-à-dire en mode les filles peuvent pas faire de drag, les drags ne doivent pas avoir de barbe, etc. Alors qu'en fait non, tu peux faire ce que tu veux. Il y a ça qui est venu parce qu'en fait ils ont reproduit un modèle qu'ils ont vu parce que certains drags sont très populaires grâce à l'émission RuPaul's Drag Race, et du coup ils perpétuent des stéréotypes et des choses foireuses, et vu qu'il y en a pas mal qui se ressemblent toutes, parce que bon, la scène est composée de 90% de personnes blanches, donc quand tu as les mêmes standards de beauté et les mêmes idoles genre Aquaria, etc. Enfin, des drags très connus qui font du beau make-up, qui font de bonnes choses, rien contre elles. C'est juste qu'en fait, si tous les petits blancs les suivent, ils font pareil, bah t'as une armée de petits twins blancs qui font la même chose et qui voilà, quoi. C'est mignon, mais on n'a pas envie d'entendre Kim Petras chaque soir du soirée drag parce que on l'aime bien, mais l'entendre tout le temps parce que les gens font que ces chansons-là, parce que tu retrouves tout le Twitter dessus. Voilà, c'est mignon, mais c'est chiant et c'est pas intéressant. Tu penses que dans le drag, il y a un problème de représentation ? Tu dis 90% de blancs, et dans ces blancs, en fait, il y a 99% d'hommes cis gays, ce qui fait que déjà on voit pas beaucoup à la place, on voit pas beaucoup en fait les filles femmes qui font du drag, les trans qui font du drag, qui sont un peu invisibilisées et dévalorisées. Et aussi, en fait, il y a peu aussi de personnes racisées, quoi. Il y a peu de, il y en a très bien et qu'on voit, qu'on adore et tout, mais c'est noyé par les centaines d'autres petits blancs qui font tous la même chose et que voilà, en fait, c'est chiant, quoi. Et c'est un problème parce que non pas qu'ils ont pas le droit de faire du drag parce qu'ils sont blancs et parce que la scène est majoritairement blanche. Ça, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on est dans un pays où c'est majoritairement blanc, tout simplement. Mais c'est juste, en fait, de comprendre que le drag ne se résume pas juste à une belle perruque et un joli maquillage, quoi. Il y a beaucoup plus que ça, il y a beaucoup d'autres choses à voir. Et surtout, en fait, ne pas dévaloriser les autres types de drag, les autres formes. C'est le cas aujourd'hui ? Un petit peu, oui. Quand tu vois que c'est assez simple. Là, exemple concret, très simple. Là, bientôt, il y a la soirée de Morphine, la mise en drague, qui est une très bonne chose. Mais pour être franc, ne devrait pas exister. Dans le sens où elle ne devrait pas avoir à faire une soirée où les performeuses, du coup, ne sont que des femmes. Parce qu'elles ont été invisibles, en fait. Parce qu'elles ont été tellement rendues invisibles qu'elles sont obligées de revendiquer le fait qu'elles existent, ce qui ne devrait pas exister en soi. On ne devrait pas avoir cette scission, on ne devrait pas avoir les femmes et les personnes trans invisibles dans notre communauté, quoi. On est déjà une communauté marginalisée. Si entre nous on commence à se faire des crasses, j'essaye pour ma part au mieux d'être le moins blessant vis-à-vis des femmes, vis-à-vis d'autres personnes. Mais le problème, c'est que j'ai tellement intériorisé certaines pratiques, certaines insultes, par exemple,
que je les ressors parfois sans me rendre compte et de manière automatique. J'essaie de m'en défaire le plus possible, mais c'est pas simple. J'ai intériorisé ça, quoi, parce que ça faisait partie de mon quotidien et pour moi, même si moi ça me fait rien, mais c'est quand même passé en moi et maintenant je ressors. C'est assez simple. Je m'énerve rarement, mais parfois quand je m'énerve et ça ressort en un claquement de doigts, ce genre de choses ressortent tout de suite. Ce qui est pas bien, c'est pour ça que j'essaie de faire de mon mieux. Mais c'est des choses comme ça qui restent ancrées malgré nous. Et c'est pour ça que je dis, même si ton cercle social primaire est très, très bienveillant, t'es entouré d'amis bienveillants où tout se passe bien, malheureusement, les quelques insultes que tu vas te prendre à gauche, à droite, la violence de certaines institutions que tu vas te prendre en pleine face, bah parfois tu vas la ressortir sans t'en rendre compte, ou tu vas intérioriser certaines choses, et c'est très difficile en fait de s'en sortir. Dis-toi que avant, je détestais les personnes efféminées. J'ai compris plus tard en fait, je les aimais pas parce que en soi j'étais envieux, parce que j'étais là en mode lui bah t'es gay, pas besoin de montrer encore plus, etc quoi. Alors que maintenant je suis drag queen, je le fais. Là j'ai des ongles et tout peints. Mais voilà, avant je les aimais pas parce que en soi j'étais envieux parce que ils avaient ce courage en fait. Maintenant j'ai envie et je suis fier d'eux parce qu'ils ont le courage en fait de pouvoir sortir et assumer qui ils sont pleinement. Ils sont foutre de ce que les autres disent quoi. C'est pas moi je peux sortir avec des talons dehors, mais j'ai encore besoin en fait d'être en drague parce que c'est aussi puisant en fait le pouvoir de la transformation en drague, pouvoir marcher plus facilement dehors en talons. Alors que je pourrais le faire, je me sens bien en talons, je pourrais le faire hors drague. J'envie les personnes qui peuvent le faire et parce que je sais qu'il y a beaucoup d'insultes qui leur sont jetées. Et donc voilà quoi. La féminité, j'ai toujours ressenti depuis que j'étais plus jeune. J'ai jamais eu de problème avec ça. J'étais celui qui aimait bien les habits de filles mais qui n'en portait pas parce que j'avais juste pas envie d'en porter. Mais j'apprécie beaucoup l'aspect féminin. Je le ressentais aussi en moi, mais ça me dérangeait pas en fait. C'était en mode, bah c'est normal. J'aime bien les choses féminines. J'aime bien aussi des choses masculines. Bah c'est tout. C'est parce que je les aime bien tout simplement. Il y a pas de en mode j'ai envie d'être une fille ou j'ai besoin de m'habiller en fille et tout. Certaines personnes m'ont déjà demandé. Certaines personnes ignorantes, oui, tu fais du drag, c'est parce que t'as envie d'être une fille. Je dis, bah non, bah, j'ai envie de rester un mec, parce que c'est ce que je suis. J'aime juste porter les habits féminins dans le cadre du drag, parce que je trouve qu'il y a une certaine beauté dans ces habits féminins, et aussi parce que quand j'en porte, ça me va bien, tout simplement. Je n'avais pas de problème moi-même. Je projetais ça sur les autres en disant, bah, ils devraient ne pas avoir de problème, donc ce qu'ils font, c'est des conneries. C'est pour ça que j'avais du mal en fait avec les personnes qui étaient efféminées, qui étaient over the top comme on dit, parce que je comprenais pas en fait pourquoi. Je comprenais pas pourquoi. Mais maintenant, plus j'avance, plus je vois les choses, plus je comprends en fait que parfois t'as besoin de te dire un gros fuck aux gens, que ce soit faire exprès d'avoir des cheveux roses ou d'avoir de longs ongles manucurés, juste histoire de dire aux gens bah on existe quand même. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu nous effaceras pas. Ça a quand même ce pouvoir-là et je comprends de plus en plus et je le fais un petit peu aussi parfois. La société nous a juste défini entre guillemets des normes filles, garçons, masculins, féminins. Et c'est que là maintenant, le problème c'est que ça date de plusieurs centaines d'années, donc on peut pas forcément détruire en disant que et donner un autre mot autre que féminin pour certains aspects, mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. C'est surtout ça en fait. C'est là chacun peut faire ce qu'il veut et concrètement il y a que ceux qui sont dans cette norme binaire masculin-féminin qui vont bloquer les gens et qui vont les mettre dans des cases. Il y a des garçons qui s'intéressent à la mode par exemple mais qui sont pas du tout homosexuels, c'est juste parce que ils apprécient en fait l'art de la mode. Même parce que plein de personnes disent oui, tous les hommes qui sont dans la mode bah, sont des gays. Non, pas du tout. Il y en a plein qui sont hétérosexuels, qui ont des femmes, des enfants, etc. Parce qu'on avait rapproché la mode à
un genre qui est le genre féminin et que par extension les hommes qui s'y intéressent seraient forcément gays puisque du coup l'homosexualité serait en lien avec la féminité de chacun. Voilà. Ouais. Mais ça après c'est ce que les gens veulent dire. Après toi tu exprimes comme tu veux. Donc si jamais en fait t'as juste des gestes qui s'apparentent, qui sont codifiés féminins. Je dis codifiés parce que je vais pas dire des gestes féminins en décrivant un geste quelconque parce que c'est toi qui met le nom dessus. Tu vois plus le côté féminin masculin comme une construction sociale et sociétale, mais pas une question de genre en fait. On peut dire que ce rouge à lèvres que porter du rouge à lèvres c'est féminin, pour autant ça veut pas dire que c'est assigné à une personne femme. C'est ça, c'est comme en fait l'histoire des talons en fait. Les talons et les jupes c'était pour les hommes de base. Puis ensuite ça s'est assimilé à la mode féminine. Bah maintenant une jupe ils disent que c'est pour les femmes alors que les hommes peuvent aussi porter des jupes. Et ce qui est aussi très bien parce que franchement ça a une sensation de liberté. De porter une jupe excellente. Alors là il y a des moments où au sein même de ta minorité, certains t'agressent. Ça, je dis par exemple, c'est ma famille. Il y a une insulte que pas mal de personnes racisées connaissent et qu'ils soient racisés, qu'ils soient asiatiques, noirs, arabes ou autres. C'est une insulte en soi parce que c'est connoté de manière péjorative. C'est faire le blanc. En mode, moi, on m'a déjà souvent dit, tu fais trop le blanc. En mode, j'ai des codes qu'ils associent à des personnes blanches. Et pour eux, c'est négatif. Mais moi, je comprenais pas, en fait, parce que souvent, en fait, c'est parce que là, j'ai du mal à parler parfois et je parle trop vite. Donc, on m'entend pas, on me comprend pas trop. Mais quand je fais en sorte de m'exprimer aux gens, parfois, je peux utiliser des mots ou des expressions ou des manières de dire que, par exemple, chez moi, dans ma famille, ils vont pas comprendre tout de suite. Ils vont pas utiliser le sarcasme comme je l'utilise. Et ça fait que, de ce fait, en fait, ils vont dire que je fais le blanc parce que, en gros, pour eux, je vais utiliser le savoir que j'ai accumulé en cours et en gros, le savoir que j'ai pris des blancs pour les écraser. En mode, moi, je serais supérieur à eux. Ce qui est absolument faux. Le truc, c'est que j'ai fait des études littéraires. Donc, les livres et autres, j'en ai lu pas mal. Et la bonne écriture et toutes ces choses, j'aime bien. Donc, c'est normal que je m'exprime d'une certaine manière. Et du coup, en fait, ils me disent que je suis blanc parce que je m'exprime d'une manière différente d'eux. J'ai vu un oncle qui est venu me voir, qui a dit ah, tu vas bien, ils vont bien tes potes les Yamamoto. En mode, il a dit ça, j'étais, what? Tout ça parce qu'en fait, ils savent que je regarde pas mal de mangas et que je m'intéresse à la culture japonaise. Et donc, vu que je m'intéresse à la culture japonaise, je regarde des mangas, etc., je suis pote qu'avec des Asiatiques, que des Yamamoto pour eux. Je sors que dans des clubs avec des Asiatiques, etc. Et donc, ce genre de réflexions stupides, sans fondement et complètement racistes, elles reviennent souvent, en fait. Je pense qu'ils reproduisent des schémas, comment dire, des schémas d'oppression qu'ils ont intériorisés, quoi. Et c'est bien pour ça, en fait, que le voguing était un espace où je me sentais très bien parce que tout simplement, il y avait beaucoup de personnes comme moi, en fait, beaucoup de noirs gays, beaucoup de personnes racisées qui se sentaient bien, qui avaient un lieu d'expression pour être bien, où ils pouvaient se libérer et être qui ils voulaient. Et c'est ce qui m'avait attiré dans le voguing, et c'est cette liberté, en fait, que j'essaye aussi maintenant de projeter dans la Black Excellence. J'ai déjà été traité dans ma propre famille de personnes mauvaises, de quelqu'un de pas bien, tout ça parce que j'avais dit non. Comment peux-tu soutenir des personnes qui sont censées être t'aider et être avec toi et toi les aider aussi, si ces personnes-là en gros te rabaissent et ne veulent pas te comprendre, quoi.
ça a commencé très tôt, ça, dans ma famille. C'était quand j'étais plus jeune, au collège. Depuis tout petit, je voulais être prof. J'avais que deux choses que je voulais faire dans la vie, être prof et ensuite avoir mon restaurant. Parce que j'adore la nourriture, j'adore cuisiner. Et quand j'avais dit à ma mère que je voulais être prof, bah pour elle c'était inconcevable parce que ils ont aussi cette mentalité du fait qu'ils sont des populations en minorité. Ils ont besoin en gros de montrer qu'elle peut faire beaucoup plus. Et ça c'est une chose aussi malsaine parce que c'est en mode c'est un peu c'est le schéma aussi qui se reproduit dans les familles indiennes. Bah faire de l'art, faire de la littérature, c'est mignon, mais c'est pas ce qu'on veut. On a besoin des personnes qui font de la médecine, avocat, de l'informatique, tu vois, des choses d'une qui gagnent beaucoup d'argent et de deux qui sont aussi très respectées pour qu'en fait ils puissent combattre le fait que leur couleur de peau, leur background soit effacé pour être égal à une personne blanche. Et ce qui est en soi un moyen d'ascension intéressant, mais en soi très malsain parce qu'il est jamais bien exécuté. Les catégories socio-professionnelles plus, des personnes qui ont fait des études, vont pouvoir inculquer consciemment et inconsciemment des valeurs, des hautes valeurs de savoir et de patrimoine à leurs enfants, parce que en gros ils connaissent et ils sont baignés dans ça. Les enfants de familles immigrées qui vont venir, en fait ce qui se passe c'est que leurs parents auront parfois pas continuer leurs études, soit parce qu'ils étaient trop pauvres, soit parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de continuer, donc ils ont dû travailler jeunes, etc., ou par d'autres raisons. Et du coup, en fait, eux, parce qu'ils ont souffert, parce qu'ils ont vécu la misère et les problèmes, ils vont avoir cette envie de ne pas que leurs enfants, ils vont pas vouloir que leurs enfants subissent la même chose. Et en fait, du coup, ils vont vouloir que leurs enfants aillent loin à l'école, travaillent, etc. Donc, ils vont vouloir les inscrire dans des clubs pour qu'ils puissent avoir un hobby et donc ça faire comme les catégories socio-professionnelles plus, c'est-à-dire avoir du sport à côté, du coup développer des relations, des connexions. Ils vont les pousser à fond pour qu'ils fassent des études, les empêcher de sortir le dehors et voir d'autres jeunes comme eux qui seraient entre guillemets mal vus parce qu'ils travaillent moins bien à l'école. Donc on n'a pas envie en fait que celui qui travaille moins bien à l'école fasse baisser notre enfant en fait. Et voilà, on va plutôt faire en sorte qu'ils puissent bien s'entendre avec les familles blanches parce que grâce à ça en fait ils pourront avoir des contacts et entre guillemets s'élever dans la société. C'est quelque chose d'admirable parce qu'en fait ça vient du fond du cœur en fait et ils veulent juste pas que leurs enfants souffrent parce que eux ils ont souffert, ils ont sûrement connu le racisme, la discrimination, etc., les galères, donc ils veulent pas en fait que leurs enfants subissent ça parce que c'est dur. Et j'ai commencé à arrêter d'avoir de l'argent de ma mère à 14 ans parce que j'avais remarqué en fait assez vite qu'il y avait des problèmes d'argent dans la maison, tout simplement. Ma mère qui élevait seule ses 4 enfants voulait pas admettre devant ses enfants qui sont en bas âge parce que mon grand frère il a 4 ans de plus que moi. Donc moi si j'avais 14 ans, lui il en avait 18. Lui il comprenait. Moi je commençais à comprendre parce que j'étais pas stupide. Mais mes deux petits frères en fait, mon autre petit frère il a 4 ans de moins et l'autre 6 ans de moins, donc ils sont beaucoup plus jeunes, ils peuvent pas comprendre. Donc moi ce que j'avais fait c'est que je prétendais ne pas vouloir des choses parce que je savais qu'il y avait pas autant d'argent qu'il pourrait y avoir quoi. Parfois pour rigoler je me dis j'aurais pu faire les JO, j'aurais pu être athlète parce que je suis très bon. Je vais me vanter, oui, je suis extrêmement bon en sprint en fait, mais j'ai arrêté l'athlétisme parce que le moment où je devais payer l'inscription, bah ma mère a des complications de santé, donc j'ai pris l'argent pour acheter des courses et pour acheter des trucs pour l'école. Le problème tu ne veux pas que être discriminé par ta couleur de peau, par le fait, ton background, que tu aies peu d'argent, etc. Donc du coup tu masques ça et quand tu masques ça malheureusement en fait tu diminues en fait d'autres personnes et c'est ça le problème. Et ça que ce soit dans les communautés racisées ou que ce soit dans le drag,
c'est ce qui se passe en fait. La Black Excellence, finalement, entre guillemets, me sauve, mais fait en sorte que je puisse avoir au moins ce moment-là où je me sens bien et que j'ai les personnes, les performeurs et performeuses avec moi. On se sent bien, c'est un endroit safe. La Black Excellence, c'est quoi? Tout simplement une soirée drag où n'est autorisé à performer que les personnes noires. La soirée, j'avais faite en réponse à une perf raciste d'une drag queen. Mais c'était censé être one shot, histoire de faire un pied de nez au racisme. Mais au final, les gens voulaient qu'on continue parce qu'ils avaient apprécié le show, parce qu'on avait fait un bon show, et aussi parce qu'ils savaient que c'était important. Moi, j'avais pas réalisé tout de suite parce que même si là, on peut dire que je me bats pour la cause noire à mon rythme, bien sûr, je fais ce que je peux. C'était pas du tout mon cas il y a 1 an, par exemple. C'est que récemment que je tente au mieux de pouvoir me déconstruire, essayer de savoir plus sur ce qu'est le fait d'être noir, que je suis capable de pouvoir faire la Black Excellence et de continuer. Merci d'avoir écouté Flamboyante, j'espère que vous avez kiffé. Venez me dire tout ça sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à partager l'épisode partout. Je veux pas être relou, mais si votre application de podcast le permet, lâchez 5 étoiles, ça donne de la force et de la visibilité. Ah oui, et mauvaise tête à la prod, of course, vraiment le sang.